Le jour où le cuirassé terrestre arriva dans le système Zanari, la galaxie entière retint son souffle. L'Union galactique avait toujours considéré l'humanité comme une espèce mineure, une race isolée du système solaire, à peine représentée à la table interstellaire. Pour elle, les humains étaient insignifiants, utiles comme mercenaires, ouvriers ou traîtres, mais pas une véritable puissance, et encore moins une menace. Tout changea avec l'arrivée du mastodonte. Ce cuirassé ne ressemblait à rien de ce que la galaxie avait connu. Il n'était pas aussi élancé que les élégants vaisseaux de guerre de l'Elvari, ni doté de l'architecture organique et fluide du Zith. Non, le mastodonte était d'une conception brutale, arête vive, blindage épais et support d'armes hérissés sur sa coque. Il rayonnait de puissance, pas de grâce. Et il n'était pas le seul. À ses côtés se trouvaient deux vaisseaux plus petits, le Revenant et le Point du Titan, chacun plus menaçant que tous les vaisseaux de guerre que l'Union avait jamais rencontrés. Ils étaient venus en réponse au massacre de Proxima du Centaure. Le collectif Drat, une race insectoïde qui régnait sur la moitié de la galaxie connue, avait commis une erreur fatale. Ils avaient détruit une colonie humaine, pensant que la Terre s'inclinerait comme tant d'autres races avant eux. Les Draths pensaient que l'humanité implorerait pitié. Au lieu de cela, ils ont eu le mastodonte. Les diplomates de l'Union galactique cherchaient désespérément des réponses. Ils envoyèrent des messages affolés à leurs alliés, les exhortant à se préparer à ce qui allait arriver. Les Drats, cependant, rirent. Les Drats, cependant, riaient. Pour eux, les humains n'étaient beaux que des nuisibles, un inconvénient mineur. Ils rassemblèrent dans leur flotte, prêts à écraser tout ce que la terre oserait leur lancer. Et puis, le mastodonte ouvrit le feu. La première salve détruisit instantanément le cuirassé Drath de tête. Leur bouclier, qui avait résisté à des siècles de guerre contre des races inférieures, se froissait comme du papier sous la seule force des armes humaines. L'Union assistait avec horreur à la démonstration par l'humanité d'une suprématie technologique inouïe. Des canons à plasma transperçaient les coques. Des projectiles cinétiques de la taille d'autobus transperçaient les formations ennemies comme s'ils étaient faits de verre. Les canons électriques, propulsant leurs projectiles à une vitesse proche de celle de la lumière, déchirèrent des flottes entières avant même qu'elles ne puissent réagir. Les Drats réclamèrent des renforts. Ils envoyèrent des centaines de vaisseaux de guerre pour stopper l'assaut humain. Peu importait, la Terre avait été sous-estimée pendant des siècles. Ils avaient observé la galaxie, étudié sa technologie et identifié ses faiblesses. Et le moment venu, ils ne se contentèrent pas de rattraper leur retard. Ils surpassèrent toutes les grandes puissances en un instant brutal et terrifiant. L'Union galactique paniqua. Si l'humanité avait pu faire cela aux Draths, que pouvait-elle faire aux autres? Puis arriva la transmission finale du Behemoth. Un message simple, diffusé à tous les mondes de l'Union. La Terre n'oublie pas, la Terre ne pardonne pas. Tenez-vous à l'écart. Et soudain, la galaxie se recroquevilla d'horreur. Les débris de la flotte Drath flottaient encore dans le vide. Les braises incandescentes des vaisseaux de guerre brisés, projetant des ombres inquiétantes,
sur le fond stellaire. La bataille avait duré moins d'une heure, mais son impact se ferait sentir pendant des siècles. Le Haut Conseil de l'Union galactique, un rassemblement des espèces les plus puissantes de l'univers connu, restait assis dans un silence stupéfait. Les images de l'assaut du mastodonte étaient diffusées sur un immense écran holographique au centre de la grande chambre. Aucun d'entre eux ne s'y attendait. L'ambassadeur Julard des Elvari, un grand diplomate à la peau argentée, dont la race avait dominé la politique de la galaxie pendant des millénaires, fut le premier à prendre la parole. « Nous avons mal calculé », admit-il, son calme habituel remplacé par le malaise. L'humanité n'était pas ce que nous croyions. Le délégué insectoïde de Ktari, claquant nerveusement ses mandibules, bredouilla en réponse. Ils ont détruit un groupe de combat entier. Les Draths disposaient de près d'une centaine de vaisseaux de guerre. Et les humains. 3. Interrompit le grand maréchal Sorak des Talkesh. Ses traits félins se crispèrent. Il ne leur en fallait que 3. Un silence s'abattit sur le conseil. L'humanité n'avait jamais été prise au sérieux en tant que force militaire. Ses flottes étaient considérées comme obsolètes, faibles, à peine capables de se défendre. Et pourtant, ils étaient là, debout sur les ruines de l'un des empires les plus redoutés de la galaxie. Mais ce n'était pas seulement leur victoire qui terrifiait le Conseil. C'était leur façon de combattre. D'autres espèces avaient depuis longtemps abandonné l'armement cinétique au profit du combat énergétique. Les humains, en revanche, avaient perfectionné les deux. Leurs vaisseaux tiraient des projectiles de métal hyper denses, à des vitesses relativistes, transperçant des boucliers qui auraient dû être impénétrables. Ils ne se contentèrent pas de neutraliser les vaisseaux ennemis. Ils les anéantirent, les réduisant à l'état de débris flottants en quelques secondes. Ils ne vinrent pas pour négocier, murmura le représentant Sith, sa forme gélatineuse tremblante. Ils ne demandèrent pas de réparation. Ils ne déclarèrent même pas officiellement la guerre. Non, acquiesça Joulard d'un ton sombre. Ils vinrent pour se venger. À cet instant, une nouvelle transmission arriva. Le haut commandement de l'Union s'attendait à une demande, peut-être à une menace. Ce qu'il reçut fut une déclaration froide et précise. Nous ne chercherons pas la guerre avec l'Union. Nous ne nous étendrons pas au-delà de nos frontières. Mais si l'un d'entre vous touche ne serait-ce qu'à un autre monde humain, nous ferons à vos flottes ce que nous avons fait aux Draths. Un moment de silence pesant suivit, puis la transmission fut coupée. Le message était clair. Les humains ne revendiquaient pas de territoire. Ils n'exigeaient pas de tribus. Ils ne cherchaient pas d'alliés. Ils étaient venus pour prouver quelque chose. Et ils l'avaient fait avec tant de minutie que tous les gouvernements de la galaxie murmuraient désormais une pensée terrifiante. Et si les humains décidaient d'en vouloir davantage? Le collectif Drath était fini. Leur planète natale, autrefois une planète forteresse grouillant de leurs semblables, régnait désormais dans un silence inquiétant. Non pas que l'humanité l'ait détruite. Non, le mastodonte avait épargné Drath Prime, mais le message avait été reçu haut et fort. Les survivants Drath s'étaient rendus avant même que l'humanité n'atteigne leur système. Leur conseil dirigeant s'était dispersé, fuyant aux confins de la galaxie. Leur armée, autrefois symbole de conquête et de terreur,
était réduite à l'état de débris flottant dans le vide. Les rares vaisseaux de guerre qui leur restaient refusèrent le combat. Certains firent même défection, s'offrant à d'autres empires pour échapper à la colère des forces terrestres. Mais la peur de la galaxie ne provenait pas seulement de la destruction des Drats. Elle résidait dans la façon dont les humains s'y étaient montés pris. Chaque espèce avait entendu parler de ces histoires. Des guerres qui duraient des décennies, des flottes s'affrontant dans des batailles interminables, des campagnes entières menées sur de petites étendues d'espace. Mais les humains avaient anéanti un empire en quelques heures. Ils n'avaient pas fait la guerre. Ils avaient exécuté une sentence. Et maintenant, la question que se posaient tous les dirigeants, tous les stratèges, tous les amiraux, était simple. Que cachaient encore les humains? L'Union galactique s'efforçait de comprendre l'étendue des capacités militaires de la Terre. Ils épluchèrent soin leurs rapports de renseignement, envoyèrent des espions, soudoyèrent des traîtres et implorèrent même des diplomates humains pour obtenir des éclaircissements. Mais aucune réponse ne vint. Et c'était ce qui les terrifiait le plus. Car les humains n'avaient net même pas mobilisé toute leur flotte. Le mastodonte et ses escortes ne représentaient qu'une fraction de la puissance terrestre. La véritable flotte. Personne ne savait où elle se trouvait, combien de vaisseaux elle contenait, ni quelles armes elle transportait. Pour la première fois dans l'histoire, la galaxie ne craignait pas un empire tentant de la conquérir. Elle craignait un empire qui n'avait aucun intérêt pour la conquête. Un empire qui n'agissait que lorsqu'on le provoquait, mais qui, lorsqu'il le faisait, ne laissait rien derrière lui. La Confédération Elvari, autrefois l'une des plus grandes critiques de l'humanité, retira discrètement ses patrouilles des frontières humaines. Les Ketari, qui avaient autrefois réduit en esclavage des prisonniers de guerre humains, ont soudainement aboli tous les programmes de travail forcé. Et les Zetsites, fiers de leur neutralité, ont refusé tout commentaire sur le sujet. Même l'instance dirigeante de l'Union galactique, d'habitude si prompte à adopter des sanctions et à dicter le cours de la politique interstellaire, n'a rien fait. Car au fond, ils connaissaient tous la vérité. Si l'humanité décidait un jour de partir véritablement en guerre, rien dans la galaxie ne pourrait l'arrêter. Le silence qui suivit cette démonstration de puissance s'étendit à travers les étoiles. Aucune espèce n'osa les provoquer, et pour la première fois dans l'histoire galactique, une seule force était devenue intouchable. Même les empires les plus aguerris, ceux qui avaient autrefois ri de la suprématie humaine, murmuraient désormais à voix basse au sujet du mastodonte. Mais tandis que la galaxie tremblait, l'humanité ne restait pas inactive. Au cœur du système solaire, le véritable commandement militaire terrestre se réunissait dans une station orbitale secrète, dissimulée derrière l'ombre de Jupiter. Contrairement au conseil paniqué de l'Union galactique, les hommes et les femmes, assis autour de la table de guerre, étaient étrangement calmes. Ils s'attendaient à ce résultat. L'amiral Jonathan Hayes, architecte de la doctrine de guerre moderne de l'humanité, se pencha en avant. Sa voix, bien que posée, exprimait le poids de ce qui venait de se passer. L'Union a peur, dit-il simplement, ses yeux gris acier scrutant la pièce. C'était là le but.
Autour de lui se trouvaient les esprits responsables de la domination de la Terre. Généraux, stratèges, scientifiques. Pas un seul d'entre eux ne célébrait. Il n'y eut ni toast ni fanfaronnade. L'humanité avait gagné une bataille, mais la véritable guerre ne faisait que commencer. Une femme aux traits anguleux, une tablette à la main, s'éclaircit la gorge. Les Draths sont anéantis. Leur économie s'effondrera d'ici quelques mois. Des rapports indiquent donc que des factions plus petites se partagent déjà leur reste. Hayes hocha la tête. C'était prévisible. Dès que les Draths montreraient une faiblesse, les vautours de la galaxie fonderaient sur eux. C'était ainsi que fonctionnait le pouvoir ici. Un autre officier, un homme plus jeune à la peau sombre et doté d'un œil cybernétique, prit ensuite la parole. L'Union n'a rien fait contre nous, mais nous avons intercepté des transmissions entre l'Elvari et le Zith. Ils effectuent des simulations, testant d'hypothétiques conflits avec la Terre. Un sourire narquois traversa le visage de Hayes. Et alors, l'officier hésita, puis expira. Aucun de leurs modèles ne les montre en train de gagner. Un petit rire parcourut la salle, mais ce n'était pas un rire amusé. C'était le genre de rire partagé entre soldats qui connaissent une terrible vérité. Hayes se pencha en arrière, entrelaçant ses doigts, puis nous continuons comme prévu. La femme en face de lui plissa les yeux. « Tu crois qu'ils vont encore nous tester ?»« Ils le font toujours, dit-il. La peur ne dure pas éternellement. Un jour ou l'autre, quelqu'un trouvera le courage. Ils penseront que nous avons eu de la chance contre les Draths, que nous ne sommes pas assez nombreux pour mener une guerre prolongée, qu'ils peuvent s'unir contre nous. Et quand le feront-ils ? » Le sourire narquois de Hayes s'estompa. Sa voix était froide, assurée. Nous leur rappelons pourquoi la galaxie devrait avoir peur. Le silence retomba dans la salle. Il n'y avait aucune soif de sang dans leurs expressions, aucune cruauté dans leurs paroles. Mais une certitude régnait. La galaxie avait commis l'erreur de sous-estimer l'humanité. Elle n'aurait pas de seconde chance. Les jours qui suivirent la destruction de la flotte Drath provoquèrent des remous dans la communauté galactique. Chaque grand empire, chaque conseil dirigeant et chaque seigneur de guerre des systèmes connus restèrent avec la même pensée. Qu'avons-nous fait ? Pendant des siècles, l'humanité avait été traitée comme une simple considération secondaire. Une espèce confinée dans son petit secteur spatial, luttant pour les ressources, peinant à rivaliser avec les grandes puissances de l'univers. Ils avaient été utiles, certes, engagés comme mercenaires, commerçants, explorateurs, mais personne ne les avait jamais vraiment craints, jusqu'à maintenant. Et pourtant, la peur seule ne suffisait pas à tenir la galaxie à distance, pour toujours. L'amiral Jonathan Hayes le savait mieux que quiconque. Installé au centre de commandement de la station noire et secrète de la Terre, il regardait défiler sur son écran des dizaines de rapports de renseignement. L'Union galactique était ébranlée, mais ébranlée ne signifiait pas défaite. Cela signifiait qu'elle réfléchissait, qu'elle planifiait et finalement qu'elle agirait. La guerre contre les Draths n'avait pas été une guerre, mais une exécution. Mais la prochaine guerre, celle que Hayes savait inévitable, serait différente. « Monsieur !» Une voix interrompit ses pensées. Le commandant Ellis Carter se tenait au garde-à-vous, l'air sombre.
nous avons détecté une augmentation des mouvements de flotte le long de nos frontières. Hayes expira lentement. Quelle faction? La Confédération Elvari et le Dominion Sitze renforcent leur ligne défensive. Nous avons également intercepté une transmission à l'échelle de l'Union. Carter tapota son holopade et le message apparut devant eux. Un enregistrement granuleux du haut chancelier Orlin, l'une des figures politiques les plus puissantes de la galaxie, s'anima. La voix du chef reptilien était mesurée, mais lourde de tension. Les événements de Proxima du Centaure nous ont révélé une vérité terrifiante. L'humanité possède des armes qui dépassent tout ce à quoi nous étions préparés. Leur flotte, autrefois considérée comme primitive, est capable d'anéantir à une échelle sans précédent. Nous ne devons pas nous laisser diviser par la peur. Nous devons rester unis. Nous devons trouver un moyen de garantir qu'une telle force ne se déchaîne plus jamais sur la galaxie. Hayes renifla. Ils s'unissent contre nous. Carter hocha la tête. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne tentent quelque chose. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne tentent quelque chose. Ils ont peur, dit Hayes, mais la peur engendre le désespoir. Ils ne resteront pas inactifs éternellement. Ils tenteront de percer nos secrets, d'infiltrer nos systèmes et peut-être même de lancer une attaque préventive. Nous surveillons toutes les incursions possibles, lui assura Carter. Aucun vaisseau n'a encore pénétré dans notre espace. Haze se leva et se dirigea vers l'immense hublot surplombant l'étendue orageuse de Jupiter. La station noire était invisible à l'œil nu. Il était caché au plus profond de la ceinture de radiation de la planète, indétectable par aucun capteur connu. C'était le cœur battant de la machine de guerre de l'humanité, le lieu où leurs projets les plus dangereux étaient développés en secret. « Et nos propres déplacements ?» demanda-t-il. Carter hésita. Le commandement de la flotte retient le mastodonte à la station Titan, en attendant de nouveaux ordres. Mais elle lui jeta un coup d'œil. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, l'Union ne restera pas éternellement sur la défensive. Ils construisent des alliances en ce moment même. S'ils viennent nous chercher, ils le feront ensemble. » Hayes se retourna vers elle. Son expression indéchiffrable. « Alors nous devrons nous assurer qu'ils ne viennent jamais nous chercher. » Carter fronça les sourcils. « Vous suggérez une première frappe ?»« Non, dit Hayes. Pas encore, mais nous devons leur montrer que la peur est la bonne réponse, qu'il n'y a pas de victoire possible contre nous. Nous ne déclenchons pas de guerre, Carter. » Il expira. « Nous les arrêtons avant qu'elle ne commence. » Carter ne répondit pas immédiatement, mais le poids de ses mots les empêcha de réagir. La galaxie était à cran, attendant de voir si l'humanité allait réagir. Et c'était exactement ce que Hayes voulait. « Déploiement du protocole de la flotte fantôme », ordonna-t-il. « Rappelons à la galaxie que, où qu'il se cache, peu importe le nombre d'alliances qu'il forge. » Il se retourna vers le hublot, observant les tempêtes de Jupiter faire rage en contrebas. L'humanité est toujours aux aguets. La première étape de la véritable guerre terrestre avait commencé. Les étoiles appartenaient désormais à l'humanité. Pas de la même manière que l'Union galactique avait autrefois revendiqué sa domination sur la galaxie, régnant par le biais de traités et d'accords commerciaux. Non, la domination de l'humanité était bien plus terrifiante. Elle était silencieuse, incontestée, une présence qui planait sur chaque empire,
invisible mais indéniable. Et l'amiral Jonathan Hayes entendait bien qu'il en soit ainsi. Au cœur de la station noire, caché au-delà des tempêtes de radiation de Jupiter, le centre de commandement bourdonnait d'une activité silencieuse. Les officiers travaillaient dans un silence concentré, traitant les rapports de renseignement, surveillant les mouvements de la flotte et veillant à ce que l'œil vigilant de l'humanité ne cligne jamais. La commandante Elise Carter s'approcha de Hayes, l'air sombre. « Monsieur, l'Union a commencé sa mobilisation. Des drones de surveillance ont détecté des exercices de flotte à grande échelle, près de l'espace d'Elvari. » Hayes réagit à peine. « Combien de vaisseaux ?»« Au moins 300, répondit-elle. « Principalement des Elvari, mais il y a des vaisseaux de guerre Sith parmi eux. Ils s'entraînent ensemble, simulant des engagements à grande échelle. » Elle hésita avant d'ajouter. Leur simulation se concentre sur la lutte contre le mastodonte. La brume s'échappa lentement, prévisible. C'était inévitable. La peur était une puissante motivation, mais elle ne dura pas longtemps. Finalement, la paranoïa s'installa. L'Union savait qu'elle ne pouvait pas permettre à l'humanité d'exister comme une puissance incontrôlée. Ils chercheraient des faiblesses, développeraient des contre-mesures et, lorsqu'ils se croiraient si près, frapperaient mieux. Ils feraient exactement ce que Hayes avait prédit. Y a-t-il une indication qu'ils prévoient de nous attaquer prochainement ? Demanda-t-il. Carter secoua la tête. Pas encore. Pour l'instant, ils se préparent juste. Mais le fait que les Elvari et les Sith collaborent, c'est sans précédent. Cela signifie qu'ils sont sérieux. Hayes fixait la carte galactique flottant devant eux, des marqueurs rouges indiquant les mouvements de la flotte. Il voyait déjà les pièces du puzzle se mettre en place. L'Union voulait la guerre. Ils ne réalisaient simplement pas qu'ils avaient déjà perdu. Il se tourna vers Carter. « Activez le protocole flotte fantôme. Je veux des incursions silencieuses dans leur système. Pas d'attaque, pas d'engagement, juste de la surveillance. Nous saurons tout avant qu'ils n'agissent. » Elle hocha la tête. « Je vais déployer les vaisseaux furtifs immédiatement. » Hayes joignit les mains derrière le dos et amenait le mastodonte jusqu'à la ligne de défense Kepler. Pas de confrontation directe, mais je veux qu'ils le voient, qu'ils sachent qu'il les attend. Carter eut un sourire narquois. Tu veux qu'ils hésitent. Je veux qu'ils comprennent, corrigea Hayes. Avant même de penser à la guerre, ils doivent en ressentir le poids. Il se pencha, la voix basse mais ferme. Parce que quand nous frapperons, ce ne sera pas une guerre. Son regard, froid comme le vide, croisa le sien. Ce sera l'extinction. À l'autre bout de la galaxie, au cœur de la Confédération Elvari, le haut chancelier Orlan était assis dans sa chambre privée, observant les derniers rapports de renseignement, avec un malaise grandissant. Les images montraient un cuirassé solitaire, un vaisseau de guerre humain, flottant aux confins de l'espace de l'Union, le mastodonte. Il n'avait pas bougé, il n'avait pas tiré un seul coup de feu, mais il était là, tel un prédateur guettant sa proie. Orlan se tourna vers ses conseillers militaires. « Dites-moi, » dit-il prudemment. « Avons-nous une arme capable de rivaliser avec ce vaisseau ?» Silence. Les officiers rassemblés échangèrent dans des regards nerveux, aucun ne voulant prendre la parole en premier. Finalement, un 10e amiral s'éclaircit la gorge.
Non, admit-il, nous n'en avons pas. Orlin sentit un frisson lui parcourir le dos. Il avait espéré une réponse différente, espéré en vain, car malgré tout leur entraînement, malgré le nombre de vaisseaux construits, la vérité demeurait. L'humanité était déjà en guerre contre eux. L'Union ne l'avait simplement pas encore compris. Dès l'apparition du mastodonte le long de la ligne de défense de Kepler, l'Union galactique se figea. Des messages affluèrent par des canaux cryptés. De hauts responsables chuchotèrent dans des salles obscures. Et les analystes militaires s'efforcèrent de déterminer sa signification. Le cuirassé n'avait pas pénétré dans l'espace de l'Union. Il n'avait pas tiré un seul coup de feu. Il existait, tout simplement. Et pourtant, cela suffisait à semer la panique dans la galaxie. Au Haut Conseil Alvari, le chancelier Orlin se tenait devant un écran holographique, le regard rivé sur l'immense vaisseau de guerre flottant dans le vide. Même à des millions de kilomètres de distance, sa présence était suffocante. Un assistant se pencha, la voix étouffée par une terreur à peine dissimulée. « Monsieur, nos forces restent en état d'alerte maximale. Nous avons positionné 3 flottes le long de la frontière du secteur. Mais... » Il hésita. « Mais quoi ?» s'exclama Orlin. L'assistant déglutit difficilement. « Nous ignorons totalement ce qui se cache à l'intérieur de ce vaisseau. Nous ignorons même l'étendue de la technologie humaine. C'était bien là le problème, n'est-ce pas? L'humanité n'avait révélé que ce qu'elle voulait que la galaxie voie. Elle avait lâché le mastodonte contre les Drates, oui. Et si ce n'était qu'une diversion? Et si leurs véritables armes, leurs véritables vaisseaux de guerre, étaient cachés quelque part au-delà des limites de l'espace connu, attendant le moment propice pour frapper? Orlin se tourna vers ses conseillers militaires. « Dites-moi que nous avons quelque chose, une contre-mesure. » Un stratège Sith fit claquer ses mandibules. « Nous avons effectué des simulations de combat contre le mastodonte. Chaque scénario se termine par une perte catastrophique. » Le silence retomba dans la salle. Orlin serra les poings. Il s'était préparé à la guerre, mais pas à ce genre de guerre. Pas à une guerre où son peuple serait déjà surpassé avant même le premier coup de feu. Nous ne pouvons pas nous laisser paralyser par la peur, dit-il finalement. Les humains ont du pouvoir, certes, mais ils ne nous gouvernent pas. S'ils pensent pouvoir intimider le syndicat et le soumettre, ils se trompent. L'un des généraux d'Elvaris s'avança. « Proposez-vous une attaque, chancelier ?» Orlin hésita. Telle était la question, n'est-ce pas? Frapper le premier ou attendre l'inévitable. Chacun de ces choix était une sorte de condamnation à mort. « Non, » dit-il enfin. « Pas encore. Mais nous nous préparerons. » Partout dans la galaxie, les préparatifs de guerre commencèrent. Pendant ce temps, à bord du Behemoth, l'amiral Jonathan Hayes se tenait sur la passerelle, observant les flottes lointaines de l'Union par le hublot. Elles se rassemblaient comme des insectes, leurs vaisseaux minuscules points dans l'obscurité, hérissés d'armes, mais effrayés à l'idée de s'approcher. Bien. Le commandant Ellis Carter s'approcha de lui, bloc de données en main. Les forces de l'Union tiennent position, aucun mouvement agressif. Ils ont peur, dit simplement Hayes. Elle hésita. Mais la peur,
ne durera pas éternellement. Non, admit-il, ce ne sera pas le cas. C'est pourquoi le protocole de la flotte fantôme avait déjà commencé. Dispersés sur les territoires de l'Union, invisibles à leurs capteurs, la véritable puissance de l'humanité était déjà à l'œuvre. Des vaisseaux furtifs sophistiqués, invisibles à la vue de tous, infiltraient leur système, écoutant, observant, cartographiant chaque faiblesse. Au moment où l'Union agirait, elle ne combattrait plus le Behemoth. Elle ne combattrait même pas la flotte terrestre au complet. Ils allaient combattre un ennemi qui connaissait déjà leur plan, un ennemi qui avait déjà gagné. Hayes se tourna vers Carter. Déployer la phase suivante. L'Union pense avoir encore une chance. Un lent sourire traversa son visage. Montrons-leur à quel point ils ont tort. Dans les profondeurs froides de l'espace, où la lumière atteignait à peine et où régnait le silence, le protocole de la flotte fantôme était en marche. Personne dans l'Union galactique ne les vit. Aucun capteur ne détecta leur approche. Aucune alarme ne retentit tandis que la flotte cachée de l'humanité se déplaçait comme des ombres dans le vide. Ils n'étaient pas là pour attaquer, pas encore. Ils étaient là pour préparer le champ de bataille avant même le début de la guerre. À bord de la station de défense centrale de l'Union, le grand chancelier Orlin, Xeraxes Prime, était assis dans sa salle de guerre, entouré de ses principaux généraux et amiraux. Un immense écran holographique clignotait devant eux, décrivant les mouvements connus de la flotte humaine, ou du moins ce qu'ils pensaient être des mouvements humains. Le mastodonte reste stationné près de Kepler, rapporta un stratège d'Elvari. D'autres vaisseaux de guerre humains ont été détectés dans leurs systèmes centraux, mais rien n'indique une mobilisation complète. L'amiral Sith, les mandibules claquant d'agitation, intervint, et c'est précisément ce qui m'inquiète. Nous n'avons aucune preuve de l'existence d'une grande flotte, ni de la présence de vaisseaux du calibre du mastodonte. Et si il devait en avoir davantage, interrompit Orlin d'une voix glaciale. Aucun empire ne place ses plus puissants atouts en première ligne sans renfort. Le fait que nous ne les ayons pas vus ne signifie qu'une chose. Le silence emplit la salle de guerre. Finalement, un officier d'Elvari prit la parole, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Ils sont déjà là. Les mots flottaient dans l'air comme une condamnation à mort, car c'était la seule explication sensée. L'humanité avait révélé son vaisseau de guerre, mais la véritable guerre se déroulait dans l'ombre, au cœur de l'espace du Dominion Zit. Une station de ravitaillement contrôlée par l'Union flottait dans l'obscurité, ravitaillant les navires le long des principales routes commerciales. Ces défenses étaient standards, suffisantes pour dissuader les pirates, mais pas conçues pour résister à un véritable assaut. Ce n'était pas nécessaire. L'Union était en paix. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Invisible à tout œil vigilant, un vaisseau furtif humain flottait dans le vide, totalement silencieux. Sa coque était recouverte de matériaux expérimentaux qui absorbaient les ondes des capteurs, le rendant invisible aux scanners. Il ne s'approcha pas. Il n'attaquait pas. Il écoutait simplement. À l'intérieur du vaisseau, le lieutenant Marcus Hall observait défiler sur son écran des flux de transmission interceptés. Messages des navires de guerre de l'Union, ordres cryptés du commandement militaire, déploiement de flotte, itinéraire de ravitaillement. Il ne se contentait pas de recueillir des renseignements. Il réécrivait la guerre avant même qu'elle ne commence. Un léger carillon résonna sur la passerelle.
L'extraction des données était terminée. Hall se tourna vers son équipe. Envoyez le colis à la station noire. Indiquez au haut commandement où frapper. L'information afflua par des canaux cryptés, voyageant inaperçus à travers le vaste réseau galactique. En quelques heures, les meilleurs stratèges de la Terre connaîtraient l'emplacement de chaque dépôt de carburant majeur, station de ravitaillement et point faible de l'infrastructure de l'Union. Lorsque l'Union tirerait son premier coup de feu, il serait déjà à bout de souffle. De retour sur le mastodonte, l'amiral Hayes se tenait sur le pont de commandement, lisant les derniers rapports de renseignement de la flotte fantôme. Ses officiers co attendaient ses ordres, mais ils savaient déjà ce qui allait arriver. « Il est temps », dit Hayes d'une voix calme. « Envoyez le prochain message à l'Union. » Le commandant Carter hocha la tête, transmettant un signal simple et intraçable sur tous les canaux de l'Union. Un message qui se passait d'explication. « Nous sommes déjà dans vos murs. » Et avec cela, la guerre de l'humanité avait déjà commencé. La panique se répandit comme une traînée de poudre dans l'Union galactique. Le message, simple et glaçant, avait été diffusé sur tous les canaux militaires sécurisés. Nous sommes déjà dans vos murs. Personne ne savait d'où il venait. Aucun journal de transmission. Aucune source traçable. C'était comme si l'humanité elle-même le leur avait murmuré à l'oreille. Le chancelier Orlin se tenait dans sa chambre privée, fixant les mots qui se répétaient sur son écran holographique. Ses griffes frémissaient d'agitation. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il. Un officier du renseignement de l'Union, la peau d'Elvari plus pâle que d'habitude, déglutit difficilement. « Cela signifie, chancelier, qu'ils sont déjà là. » Le sang d'Orlin se glaça. « Comment ont-ils pu nous infiltrer si vite ?» L'officier secoua la tête. « Nous l'ignorons. Il n'y a eu aucune intrusion confirmée, aucune faille dans nos systèmes de sécurité, aucun signe de flotte humaine à l'intérieur de nos frontières. Et pourtant, le message était clair. Les humains voulaient qu'ils le sachent. D'une manière ou d'une autre, ils avaient réussi à passer les défenses de l'Union. Ils n'attaquaient pas, ils ne négociaient pas, ils attendaient simplement. C'était de la guerre psychologique à l'état pur. Le pire, ça fonctionnait. À bord du mastodonte, l'amiral Jonathan Hayes se tenait sur la passerelle, observant les flux de données en provenance de la flotte fantôme. Leurs incursions silencieuses étaient passées inaperçues. Chaque station de ravitaillement majeur, chaque ligne de ravitaillement et chaque déploiement de flotte étaient désormais enregistrés dans la base de données de guerre de la Terre. Ils savaient tout. Le commandant Carter approcha. Les forces de l'Union se mobilisent. Leur flotte se repositionne défensivement. Mais c'est le chaos. Ils ignorent où nous allons frapper. Hayes hocha la tête. Bien. Ils ont peur, continua Carter. Mais la peur ne fait que nous faire gagner du temps. Un jour, ils passeront à l'action. Hayes jeta un coup d'œil à la carte galactique qui flottait devant lui. Les forces de l'Union étaient dispersées. Elles n'avaient aucun point de ralliement central, pas de centre de commandement unique, capable de résister à un engagement de grande envergure. Si la guerre éclatait, elle se briserait comme du verre sous un marteau. Mais ce n'était pas prévu, pas encore. « Ils viendront à nous en premier, » dit Hayes.
C'est la nature des empires effrayés. Ils n'attaquent pas immédiatement. Ils sondent. Ils testent les frontières, envoient des espions, peut-être même une petite flotte pour évaluer notre réaction. Carter fronça les sourcils. Vous insinuez qu'ils vont taquiner l'ours? Ils ne nous prennent pas pour un ours, commandant, dit Hayes, avec un petit sourire narquois. Ils nous prennent pour un géant endormi. Ils essaieront de nous blesser en premier, pour voir si nous réagissons. Les yeux de Carter s'assombrirent. Et quand ils le feront, la voix de Hayes était d'acier. Nous ne réagirons pas. Nous les éliminerons avant qu'ils ne comprennent ce qui se passe. Il se retourna vers l'écran. Mais d'abord, laissons-les croire qu'ils ont le contrôle. Donnons-leur de l'espace pour respirer. Laissons-les croire qu'ils font les bons choix. Carter expira lentement. Nous jouons le jeu à long terme. Puis Hayes hocha la tête. Et quand le moment viendra, ses yeux brillèrent comme un prédateur attendant de tuer. Nous leur prenons tout. L'Union galactique se désintégrait. Dans les semaines qui suivirent le message de l'humanité, nous étions déjà dans vos murs. L'alliance autrefois puissante des empires commençait à se fracturer. La peur s'empara de leurs dirigeants. La paranoïa se répandit comme une infection. Personne ne faisait confiance à sa propre sécurité. Personne ne savait où se cachaient les humains, ni s'ils avaient déjà infiltré les plus hautes sphères de leur gouvernement. Le pire, il n'y avait aucune preuve d'infiltration réelle. Aucun agent humain n'avait été arrêté. Aucune violation de données n'avait été détectée. Aucun sabotage n'avait eu lieu. Et pourtant, tous y croyaient. Le Dominion Site avait purgé des centaines d'espions humains présumés pour finalement réaliser trop tard qu'il avait exécuté ses propres agents de renseignement. La Confédération Elvari imposa des mesures de sécurité strictes, limitant les voyages interstellaires et renforçant les contrôles aux frontières, asphyxiant au passage son économie. L'Union se déchirait et l'amiral Jonathan Hayes observait la scène depuis le pont du mastodonte. Dans la salle du Haut Conseil Elvari, le chancelier Orlen était assis à la tête d'une longue table rutilante. Ses conseillers se rassemblèrent devant lui. La pièce était faiblement éclairée, témoignage tacite de leur désespoir. Les dirigeants autrefois fiers de l'Union murmuraient désormais comme des proies traquées. « Nous devons agir », déclara un général Elvari. « Nous ne pouvons pas vivre éternellement à l'ombre de l'humanité. » « D'accord, » gronda un amiral Sith, les mandibules crispées. « Nous frappons maintenant avant qu'ils ne nous frappent et savons-nous seulement où frapper ?» rétorqua un officier des renseignements. « Pour autant que nous sachions, ils veulent que nous attaquions. Ils pourraient nous tendre un piège. » Orlan poussa un profond soupir. Il avait dirigé l'Union pendant des décennies, mais jamais il ne s'était senti aussi impuissant. Ils n'ont formulé aucune exigence officielle, dit-il. Ils n'ont pas déclaré la guerre. Ils n'ont pas étendu leurs frontières. Ils n'avaient rien fait d'autre qu'attendre. Le silence dans la pièce était étouffant. C'était ce qui les terrifiait le plus. Si les humains avaient envahi, l'Union aurait pu riposter. S'ils avaient formulé des exigences, des négociations auraient pu commencer. Mais l'humanité n'avait fait ni l'un ni l'autre. Elle avait simplement existé, et l'Union était en train de perdre à cause de cela. Orlin serra les poings. Nous devons reprendre le contrôle de la situation. Nous forcerons la main à l'humanité. Le général Sith se pencha.
Vous voulez dire les provoquer? Je veux dire les tester, corrigea Orlan. Envoyez une flotte sur la ligne de défense de Kepler. Une démonstration de force, pas une attaque. Juste assez pour voir comment les humains réagissent. Et s'ils ripostent avec le mastodonte? Demanda quelqu'un. L'expression d'Orlin était sombre. Au moins, nous saurons comment il compte mener cette guerre. Pendant ce temps, à bord du Behemoth. Ils arrivent. Le commandant Ellis Carter déposa un bloc de données sur la table de commandement, indiquant les derniers mouvements des forces de l'Union. Une flotte de près de 200 navires de guerre avait commencé à se mobiliser vers la ligne de défense Kepler. L'amiral Hayes étudia les données en silence. Ligne de défense Kepler. L'amiral Hayes étudia les données en silence. « Ils n'attaqueront pas, dit-il finalement. Pas encore. C'est un test. Carter hocha la tête. Ils veulent voir si nous allons reculer. Un léger sourire narquois traversa le visage de Hayes. Alors, apprenons-leur ce qui arrive quand on teste l'humanité. Il se tourna vers ses officiers. Déployez le projet revenant. Oh, ça. Qu'ils voient de quoi ils devraient avoir peur. Carter écarquilla légèrement les yeux. Êtes-vous sûr? Nous ne l'avons pas encore révélé. La voix de Hayes était calme, certain. Il est temps que l'Union comprenne que ce mastodonte n'est pas la pire chose que l'humanité ait construite. Quelques heures plus tard, sur la ligne de défense de Kepler, la flotte de l'Union arriva en formation, armée mais non armée, une démonstration de force indéniable. Et puis, ils le virent. Un nouveau vaisseau, plus grand que tout ce que la galaxie avait jamais connu. Un vaisseau de guerre monstrueux, d'un noir abyssal, dont la coque absorbait la lumière comme un vide spatial. Il faisait paraître le mastodonte minuscule. Aucune trace de sa création n'existait. Aucun rapport de renseignement n'avait jamais mentionné son existence. Il n'avait jamais été vu auparavant. La flotte de l'Union, malgré son nombre, hésita. Et puis, le vaisseau parla. « Vous êtes au bord de votre propre destruction. » Le message retentit sur tous les canaux, froid et impassible. La flotte de l'Union, autrefois si confiante dans sa démonstration de force, se retrouva face à l'inconnu. Et pour la première fois, l'inconnu. Et pour la première fois, elle comprit la vérité. L'humanité n'avait jamais eu besoin de les combattre. Parce que l'humanité avait déjà gagné, le vide spatial n'avait jamais été aussi étouffant. La flotte de l'Union, autrefois rassemblée pour une fière démonstration de force, dérivait maintenant dans un silence inquiétant devant le monstrueux vaisseau de guerre qui avait surgi devant eux. Pas d'archives, pas de rapport de renseignement, pas d'avertissement préalable. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose que les humains avaient choisi de révéler à cet instant précis. Le navire n'avait aucun nom inscrit sur sa coque, aucun insigne, aucune énergie visible. Et pourtant, sa seule présence était écrasante. Vous êtes au bord de votre propre destruction. La voix était synthétique, presque sans vie, mais elle portait un poids qui pesait sur l'esprit de chaque officier de l'Union. Le message avait été reçu haut et fort. Le message avait été reçu haut et fort. À bord du vaisseau de commandement de l'Union, l'éternelle vigilance,
L'amiral Veltra de la Confédération Elvari déglutit difficilement. Ses doigts planaient au-dessus du panneau de communication, mais il hésitait. Soldat depuis des décennies, il avait mené des guerres contre des ennemis impitoyables. Pourtant, à cet instant, il se sentait comme un insecte face à la gueule d'un prédateur. « Des ordres, amiral », demanda l'un de ses officiers, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. L'esprit de Veltra s'emballa. Qu'était-ce que cette chose devant eux? Une autre super-arme? Un tueur de planètes? Le mastodonte était déjà terrifiant, mais là, c'était tout autre chose. Et l'humanité n'en avait jamais parlé. Elle avait gardé le secret, jusqu'à maintenant. Veltra s'éclaircit la gorge, se forçant à reprendre contenance. Ouvrez un canal. Un bref carillon confirma la liaison. Ici l'amiral Veltra de l'Union galactique. Identifiez-vous. Silence. Puis la voix du vaisseau revint, son ton synthétique, froid et insensible. Votre nom n'a aucune importance. Votre rang est sans importance. Votre flotte est insuffisante. Le sang de Veltra se glaça. Ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas de la diplomatie. C'était un avertissement. Et ce n'était pas seulement contre lui. C'était destiné à tous les membres de l'Union. L'instinct de Veltra lui criait de battre en retraite, de prendre sa flotte et de fuir. Mais il connaissait les conséquences. S'il cédait maintenant, l'Union perdrait toute crédibilité. L'humanité avait déjà démontré une puissance incompréhensible. Mais dès que l'Union admettrait sa défaite, elle ne serait plus que vassale sous l'ombre de la terre. Il n'avait pas le choix. « Maintenez votre position », ordonna Veltra. « Nous ne sommes pas ici pour la guerre. » Un autre moment de silence s'écoula. Puis, la voix du vaisseau revint. « Alors, vous devriez partir. » L'ordre ne fut pas crié. Il ne fut accompagné ni d'une charge d'armes, ni d'un mouvement de formation d'attaque. C'était simplement un fait qui portait le poids d'une menace tacite. Veltra serra les poings. Il aurait voulu réagir avec défi, exiger des réponses, prouver que l'Union ne se laisserait pas intimider. Mais ses capteurs lui racontaient une toute autre histoire. Il n'y avait aucun signe de vie à bord du vaisseau de guerre, aucune signature thermique, aucun relevé biologique. Ce vaisseau n'était pas habité, ce qui signifiait qu'il s'agissait d'un tout autre engin. Et les implications de cette constatation le bouleversèrent profondément. Les officiers de Veltra attendaient dans ses ordres, la tension était palpable. Ils pouvaient aller de l'avant, exiger des négociations, peut-être même ordonner une frappe d'essai pour évaluer les défenses du vaisseau. Mais au fond, il savait déjà comment cela finirait. Il prit une longue inspiration. Nous reculons. Un frisson d'incrédulité parcourut le pont de commandement, mais personne n'exprima d'objection. Personne ne voulait rester ici. La flotte ajusta son cap. Un par un, les navires s'éloignèrent au mètre de la ligne de défense Kepler, se retirant sans un mot. À bord du vaisseau de guerre humain anonyme, l'amiral Jonathan Hayes regarda les forces de l'Union disparaître de l'écran. Il esquissa un petit sourire satisfait. « La première phase est terminée », déclara le commandant Ellis Carter. Ils ont mordu à l'hameçon. « C'est terminé », dit le commandant Ellis Carter. « Ils ont mordu à l'hameçon. Ils n'auraient jamais combattu, dit Hayes en croisant les bras. Mais maintenant, ils savent. Hein. Maintenant, ils comprennent que le mastodonte n'était pas notre meilleure arme. » Carter hocha la tête. « Que faisons-nous ensuite ?» Hayes reporta son regard sur le hublot, où les étoiles s'étendaient à l'infini devant lui.
Retour au hublot, où les étoiles s'étendaient à l'infini devant lui. Maintenant, murmura-t-il, maintenant, nous leur laissons comprendre qu'ils ont déjà perdu. À l'intérieur du Conseil de guerre de l'Union, Xeraxes Prime, l'atmosphère était suffocante. Le grand chancelier Orlan était assis au fond de la salle, l'expression indéchiffrable, tandis que les images de la flotte de Veltra défilaient sur l'écran central. Le navire de guerre n'avait jamais tiré, et pourtant, l'Union avait battu en retraite. « Ils ne nous ont même pas combattus », murmura l'un des membres du Conseil. « Ils n'en avaient pas besoin. » Orlin poussa un long soupir. « Il nous montre le bout de la lame, s'assurant que nous le voyons avant de décider de l'utiliser. » L'Union était à la croisée des chemins. Il pouvait tenter la diplomatie, mais quel pouvoir de négociation avait-il? Ils pouvaient tenter de rallier leurs forces, mais comment se préparer à la guerre contre un ennemi déjà victorieux avant la première bataille? Orlan serra les mâchoires. Il ne se rendrait pas. Il ne laisserait pas l'humanité dominer la galaxie sans contrôle. Mais chaque instinct de son corps lui disait la même chose. Le sort de l'Union n'était plus entre leurs mains. Il était entre leurs mains. L'Union galactique existait depuis plus de 1000 ans. Elle avait résisté aux guerres, aux effondrements économiques, aux rébellions et aux menaces extérieures. Elle avait plié, mais jamais brisé. Jusqu'à présent. L'humanité avait accompli ce qu'aucun empire, aucun seigneur de guerre, aucune espèce n'avait jamais accompli. Elle avait brisé la volonté de l'Union, sans même tirer un second coup. À travers la galaxie, la peur s'était enracinée chez toutes les grandes puissances. Les Elvari, autrefois fiers et inébranlables, commencèrent à retirer leur flotte des régions contestées, refusant de risquer de provoquer davantage l'humanité. Le domaine Zith, connu pour son expansion impitoyable, a soudainement interrompu ses campagnes militaires, ses seigneurs de guerre se demandant si l'humanité les observait dans l'ombre. Les routes commerciales se sont effondrées. Les diplomates se sont empressés de sauver des alliances déjà en ruine. Des murmures de reddition se répandirent dans les hauts conseils et dans les recoins les plus sombres de l'espace. Certains suggérèrent même l'impensable, l'espace. Certains suggérèrent même l'impensable, que l'Union se soumette à la Terre avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, le message final arriva. Il ne fut pas transmis par les voies diplomatiques officielles. Il ne fut pas délivré par un ambassadeur ni par un relais subspatial. Il est simplement apparu sur tous les systèmes de communication planétaires, toutes les consoles militaires, tous les terminaux privés des dirigeants. La guerre était finie avant même d'avoir commencé. Vous ne le saviez simplement pas encore. La Terre ne cherche pas la conquête. Nous n'avons pas besoin de la guerre. Mais si jamais vous levez à nouveau la main sur nous, il ne restera plus rien de vous. Les dirigeants de l'Union, déjà effondrés sous le poids de leur propre peur, savaient ce qu'il fallait faire. L'un après l'autre, les grands empires de la galaxie renoncèrent discrètement à leurs plans de guerre. Les flottes défensives furent ramsées et rappelées. Les escarmouches aux frontières humaines cessèrent. Et l'Union galactique, autrefois fière, qui avait régné pendant un millénaire, fut réduite à l'état d'État fracturé et obéissant. Aucun traité ne fut jamais signé, aucune capitulation officielle ne fut jamais prononcée, mais le message était clair. L'humanité ne dirigeait pas la galaxie par la force,
Elle régnait par certitude. La certitude que si l'Union osait à nouveau la défier, ce serait sa dernière erreur. Tandis qu'il observait la dernière flotte de l'Union se retirer de l'espace contesté, l'amiral Jonathan Hayes s'accorda un rare moment de satisfaction. La guerre n'avait jamais été une question de territoire. Elle n'avait jamais été une question de conquête. Il s'agissait de créer un précédent. L'humanité avait été trop longtemps sous-estimée. Cette époque était révolue. Il se tourna vers le commandant Ellis Carter. « C'est fait. » Carter hocha la tête en expirant. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Hayes sourit faiblement. « Maintenant, nous observons. Et nous attendons. » Parce qu'il y aurait toujours quelqu'un qui oublierait la leçon que l'humanité avait enseignée à la galaxie aujourd'hui. Et quand il le ferait, la Terre serait là pour le leur rappeler.